Ok, bonjour à tous. Bienvenue dans cette session planification et prévision, les métriques Kanban à la rescousse. Alors, petite info avant de commencer, les slides, je les ai déjà mises sur mon site web kuja.fr. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de rater des slides, des trucs comme ça. Je les distribue, ils sont déjà sur mon site. Ok. Ok. Alors, planification et prévision. Alors déjà, merci à tous les sponsors qui permettent à cette conférence d'avoir lieu dans des bonnes conditions, d'avoir bien à manger, sauf ceux qui n'ont pas pu avoir de mollet au chocolat. Voilà. Non, je me suis plaint auprès du boss. Voilà. Donc merci aux sponsors et puis merci à toute l'équipe d'Orga. Alors je me présente, moi je m'appelle Sébastien Goudwin, je suis formateur Kanban University et je suis coach Kanban. Donc je me spécialise dans les méthodes Kanban. Je pratique l'agilité depuis 2008, j'ai fait 10 ans d'Agile Grenoble en tant qu'organisateur. Et puis au quotidien, moi j'accompagne les petites équipes comme les plus gros projets, soit en France à l'international. Et après 20 ans d'expérience dans une grande entreprise, j'ai créé ma petite entreprise, voilà, Kuja. Alors, un avertissement, parce que y en a qui vont me dire « Oui, mais Sébastien, t'as pas le droit de dire ça, c'est faux, y a tel ou tel expert qui a dit qu'il fallait pas que… » Oui, je sais, c'est des choses que… Je vais vous présenter une approche qualitative. Donc effectivement, d'un point de vue qualitatif, je vais faire d'importantes simplifications. Donc prenez soin des limites et des conditions d'application que je vais donner plus tard. C'est une séance d'introduction qui va vous permettre éventuellement soit d'utiliser vous-même, soit vous donner des informations pour introduire dans des projets ou auprès de certains managers des pratiques qui sont peut-être pas habituées et que peut-être ça va vous permettre d'enclencher le changement pour pouvoir aller vers d'autres méthodes plus tard, quand ces méthodes plus simples d'accès sont acquises, pour pouvoir aller après sur des méthodes plus quantitatives. Voilà. Je donne dans les slides la biblio en fin de présentation, donc vous l'aurez. Voilà pour l'avertissement. Alors, la genèse de cette présentation, c'était en 2013. J'étais technical leader sur un programme de migration d'une infrastructure de consolidation. Alors, c'était en 2013. Maintenant, aujourd'hui, on appellerait ça une migration vers le cloud. Voilà. Donc, il s'agissait de migrer toute une organisation, à peu près 1000 personnes, vers une infrastructure consolidée et distance. Donc, on est en mars 2013 et il y a le manager qui annonce au board, on est en fin mars, le projet il est à 80% fini, on aura fini en juin. Il annonce ça comme ça, et moi je me dis mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas ma perception de l'avancée du programme. Lui il dit c'est bon, on a fini. Moi j'ai pas cette perception là. Non, ça va pas. Et j'ai beau sortir dans tous les sens les métriques techniques qu'on a, nombre de serveurs, nombre d'utilisateurs, et patati et patata, les métriques techniques, j'arrive pas à trouver quelque chose de factuel et mesuré qui permettent de dire où on en est. Et là, ce qui me sauve, c'est que quelques semaines avant, début 2013, je me suis fait former à Kanban avec Laurent Morisseau, qui est dans l'amphi là-bas. N'y allez pas, restez ici. Voilà. Donc avec Laurent Morisseau, il venait de publier son premier livre Kanban pour l'IT, première édition. Voilà, donc ça date un peu. Et puis donc, du coup, je commence à me réfléchir. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas des métriques Kanban qui peuvent nous aider à réconcilier mon ressenti et quelque chose de mesuré sur le projet, l'avancement du projet? Et là, la question c'est, oui, mais c'est quoi l'avancement du projet? Qu'est-ce qu'on mesure? C'est pas le nombre d'utilisateurs, c'est pas le nombre de serveurs, c'est pas
plein de métriques techniques. En fait, notre projet, c'est de migrer les équipes. D'un point de vue business, l'unité de la granularité, en fait, c'est une équipe parce qu'on ne bouge pas un utilisateur en isolation, on ne bouge pas un serveur en isolation. C'est qu'est-ce qu'on bouge? C'est on bouge une équipe et toutes les ressources qu'ils ont avec. Ok. Donc l'unité de granularité, en fait, c'était pas toutes les métriques techniques de notre projet. Pourtant, on suivait plein de choses. On était en mode traditionnel avec plein de fichiers de suivi, des minutes de meeting, des choses comme ça. Du coup, je vais introduire le cumulative flow diagramme. Alors, ou diagramme de flux cumulé. Alors, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, alors, qui connaît Kanban un petit peu? Ouais. Qui connaît solidement? Et qui connaît très très bien? D'accord. Ok. Ok. Alors, cumulative flow diagramme, comment on lit ce graphique? Alors, ce graphique, vous avez sur l'axe des X en horizontal, c'est le temps, l'axe des temps, 2012-2013. Et donc, je vous ai dit, on est au niveau de la flèche, là, en haut, mars 2013. Sur les Y, qu'est-ce qu'on a en vertical? C'est le nombre d'équipes. Okay. Je vous ai dit, c'est le nombre d'équipes. Donc là, on avait 36 équipes à migrer. Okay. Et toutes les couleurs que vous voyez, de haut en bas ou de gauche à droite, c'est toutes les étapes de notre processus, okay, de notre tableau Kanban, les fameuses colonnes sur le tableau Kanban. Okay. Donc il faut grosso modo aller du gris à faire et traverser toutes les étapes pour chacune des équipes. Okay, et jusqu'à arriver au terminé. Okay. Donc en vertical, ce qu'on peut lire, c'est le WIP, le work in progress, le travail en cours, et on peut mesurer effectivement à chaque moment combien on a d'équipes en cours de migration, okay, soit globalement, soit dans chacune des étapes du processus. Okay. Verticalement, comment on peut le lire? Verticalement, c'est combien de temps en moyenne, je dis bien en moyenne, il faut pour traverser le processus. Et pareil, là, on peut avoir le temps à la fois de manière globale ou alors le temps, on peut mesurer aussi le temps en moyenne, combien de temps on passe dans chaque étape du processus. Okay. Donc, vous avez le taux des arrivées, donc la pente des arrivées, et puis le débit des sorties, donc à quelle vitesse on finit le travail. Okay. Donc, je construis ce graphe. Alors, ce graphe-là, je ne l'avais pas au début. Mais je vais aller récupérer toutes mes données qu'on a dans les fichiers de suivi et je reconstruis ce graphe. Hein, je reconstruis le passé. Les données, ce graphe, je ne l'ai pas construit dès le début. Je l'ai construit vraiment en plein milieu du projet. Et premier enseignement que j'ai avec ce graphique, le premier enseignement, c'est qu'on a 36 équipes à faire, à migrer. Et en fait, on n'en a fini que 18. Okay. Donc déjà, effectivement, ça commence à me rassurer. Oui, c'est un peu ma perception. On en a peut-être commencé 80%, mais on n'en a pas fini 80%. On n'est que à 50% terminé. Ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est si je suis la pente de sortie du débit, si on continue à la même vitesse, okay, on aura très probablement terminé en fin d'année, fin décembre. Okay. Semaine 51. Okay. Donc là, on est très loin déjà on a fini fin juin, que le programme manager annonçait au board et au sponsor. Donc voilà les deux enseignements. Donc je trouve ça me parle, voilà, de quel est l'avancement, ça correspond à ma perception. Et donc, du coup, à l'époque, il n'y a pas de Teams, il n'y a pas de Zoom, donc j'appelle au téléphone. Et je lui partage mes découvertes. Et là, la réaction fut assez immédiate. Il n'était pas content parce qu'il vient de s'engager auprès du board. Et là, quelques jours après, il est obligé de dire « Ah non, finalement, c'est pas ça. » Voilà. Donc, il va lui falloir quelques jours pour redescendre et accepter la réalité du progrès. Okay. Et on en rediscutera un peu plus tard. Alors, voici le tableau de ce projet-là. Donc, on a fait du Kanban.
De manière très orthodoxe, hein, avec les 6 pratiques. Alors, je ne vais pas décrire Kanban, hein, je fais une autre conférence qui s'appelle Kanban, ce n'est pas juste un tableau avec des colonnes et des post-it. Si vous allez sur mon site, il y a un enregistrement de cette session que j'ai donnée à Agile Tour Bordeaux là en octobre dernier. Voilà, donc n'hésitez pas à la voir si vous voulez plus d'infos sur Kanban. Alors, pourquoi cette différence de perception et pourquoi on se plante facilement dans les estimations et les prévisions? Ça, c'est très humain parce que on a beaucoup de biais, hein, on est câblé comme ça, et ça a été étudié, okay, notamment avec Daniel Kahneman, qui a fait Thinking Fast and Slow, système 1, système 2 en français. Donc c'est un chercheur en psychologie qui a gagné le prix Nobel d'économie pour ses travaux qui montrent que les investisseurs qui sont censés prendre des décisions rationnelles prennent en fait des décisions irrationnelles. Voilà. Donc ça nous explique aussi, il y a aussi des choses comme ça sur la perception, sur les estimations, des choses comme ça. Et il y a d'autres essayistes comme Taleb qui a fait le signe noir et plein d'autres livres à propos de tout ce qui est aléatoire et des choses comme ça sur notre difficulté de perception. Alors, on a des psychologues qui nous en parlent, on a des essayistes qui nous en parlent. Oui, mais comment ça nous aide ? Et c'est là où on a de la chance, on a 2 auteurs qui nous en parlent, qui nous en parlent dans la perspective gestion de projet et notamment gestion de projet IT ou logiciel. C'est Savage avec The Flow of Averages et Hubbard avec The Failure of Risk Management. Et là, il nous explique pas juste on a des problèmes à estimer, mais il nous donne des pistes comment contrer nos biais d'estimation. Okay, et comment on peut les mettre en pratique justement dans nos projets. Alors, pour cette intro un peu longue, c'est effectivement, on a des difficultés. C'est bon, c'est moi. C'est moi qui tiens pas bien le micro. Donc, c'est humain, ok. Donc, c'est humain, ça arrive à tout le monde, c'est normal. Et votre plan, c'est qu'une intention, ça ne va pas être une prévision, ok. Donc, vous avez besoin d'instrumenter pour mesurer l'avancement réel. Okay. Et le CFD, le Cumulative Flow Diagram ou diagramme de flux cumulé, est un outil qui va vous permettre de vous confronter à cette réalité. Alors bien sûr, il peut y avoir des réactions assez fortes, émotionnelles, mais par la suite, ça va vous permettre de désamorcer ces crises, de réaligner toutes les parties prenantes et d'anticiper et de gérer les crises pour pas qu'elles arrivent. Alors, dans la suite de cette session, on va déjà voir comment construire un CFD. On verra ensuite des cas d'usage et puis les limites et les conditions avant de passer à vos questions. Alors, comment construire un CFD? Il y a 2 méthodes et c'est assez simple. La première, c'est la méthode basique. Donc, vous avez votre tableau Kanban avec votre processus, étape 1, étape 2, étape 3. Vous avez je ne sais pas combien d'étapes sur votre projet. Et c'est assez facile, il suffit de compter les items dans chaque étape du processus, donc dans chaque colonne, okay, à intervalles réguliers. Donc intervalles réguliers, c'est soit tous les jours, soit toutes les semaines, en fonction de la dynamique de votre projet. Okay. Si vous êtes sur un projet d'infrastructure et que ça avance pas vite, les tickets, nous par exemple sur le projet que je vous ai présenté avant, on faisait les migrations le week-end, donc il n'y avait pas beaucoup de tickets qui bougeaient pendant la semaine. Donc une fois par semaine, ça suffisait. Donc il suffit de compter. Donc je compte le premier jour, combien j'ai de tickets dans la première colonne, combien j'ai de tickets dans la deuxième colonne, la troisième et combien j'en ai livré. Et tous les jours, je reprends mes chiffres et je les mets dans un tableau. Et ensuite, il suffit de faire un stack diagramme dans Excel ou dans votre tableur préféré. C'est facile, hein? Ok? Ça, c'était la méthode basique. Ensuite, on a la deuxième méthode qui est la méthode, on va dire, avancée. Et là, on va pas... Alors, on a notre tableau Kanban, pareil. Et là, on va pas compter le nombre de tickets. Ce qu'on va faire, c'est on va collecter les dates de transition. À quelle date mon ticket il passe d'une colonne à l'autre. Okay. Donc là, mon tableau, c'est plus les dates et combien j'en ai, c'est plutôt mon ticket numéro 1. Il est rentré dans l'étape 1 à telle date, à l'étape 2 dans telle date, à l'étape 3 dans telle date, et je l'ai terminé à telle date.
Donc il y a un peu plus d'infos à collecter si vous le faites manuellement. Mais ça, c'est des dates que vous avez dans vos outils comme Jira. Okay, et puis forcément, il y a pour certains tickets, les tickets ne sont pas terminés, donc vous n'avez pas encore les dates. Donc c'est normal. Okay, donc il suffit de collecter les dates. Il y a une petite formule magique. J'ai fait un article sur LinkedIn. Il est en référence à la fin de la présentation. Donc c'est un bête countif et qui permet de retomber sur notre tableau où on compte le nombre de tickets dans chaque colonne pour chaque date. Et ensuite, pareil, stack diagramme. Donc c'est facile, un petit countif, c'est pas compliqué. Même la méthode avancée. Ok ? Donc les avantages et les inconvénients de chaque méthode. La méthode basique, l'avantage c'est qu'elle est simple. Elle est très adaptée au tableau physique parce qu'il suffit d'avoir une feuille avec et puis de le noter juste après votre réunion quotidienne. C'est intéressant parce qu'il montre certaines exceptions du processus, notamment il y a un ticket qui est revenu en arrière. On a abandonné un ticket, c'est-à-dire on l'a mis à la poubelle avant qu'il arrive à la fin. Et puis il est consistant dans le temps. C'est une série de photos instantanées. Puisque vous comptez tous les jours, vous ne modifiez pas les données du passé. Okay, vous ajoutez juste des nouvelles données tous les jours. Alors, une caractéristique, j'ai mis point d'interrogation parce que je ne vais pas lancer des trolls Emacs contre VI, Rolling Stones contre Beatles. Voilà, les courbes ne peuvent pas baisser. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien. Je dis juste c'est une caractéristique de la méthode. Ok, je botte en touche. Les inconvénients, ça nécessite une collecte de données. Et il faut la faire tous les jours ou toutes les semaines. Parce que si vous ne collectez pas vos données, les données elles sont perdues et vous ne pouvez pas reconstruire dans le passé. C'est le deuxième point négatif. Et le dernier point négatif, c'est qu'avec ces données-là, vous ne pouvez pas aller beaucoup plus loin après dans les analyses. Okay, vous pouvez faire un beau cumulative flow diagramme, vous pouvez l'analyser, mais il y a d'autres choses que vous ne pourrez pas faire avec. Alors, la méthode avancée, c'est l'inverse. Les inconvénients, c'est que c'est un peu plus fastidieux en termes de collecte de données. Et si vous avez un outil numérique, ça dépend de qu'est-ce qu'il collecte comme données et est-ce que vous y avez accès. Okay. Un autre inconvénient, c'est qu'il y a une perte d'infos sur les écarts du processus parce que quand un ticket revient en arrière, en fait, on efface les cases et quand il réavance, on réécrit une nouvelle date. Donc, on modifie les données qu'on a déjà collectées. Et du coup, il y a de l'inconsistance dans le temps de vos graphiques et parce que les données du passé peuvent être modifiées. Alors, une caractéristique, encore une fois, je botte en touche. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas. C'est les courbes ne peuvent pas baisser. C'est une caractéristique de la méthode de construction. Les avantages, du coup, c'est si vous collectez ces données de transition, soit à la main, soit par l'outil, à ce moment-là, vous pouvez reconstruire les données du passé. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait dans le cas que je vous ai montré tout à l'heure. Okay, on n'avait pas fait un cumulative flow diagramme depuis le début. J'ai été éplucher toutes les minutes de nos weekly, de nos fichiers de suivi, et puis j'ai récupéré les dates de transition et j'ai reconstruit le diagramme dans le passé. Donc ça, c'est un avantage. Le deuxième gros avantage, c'est que vous avez collecté toutes les données suffisantes pour faire des analyses plus précises après et pour construire d'autres mesures, comme les analyses de lead time, soit par élément, soit par étape du processus. Vous pouvez faire des distributions de lead time aussi, des histogrammes. Vous pouvez faire des histogrammes d'âge de WIP ou qui s'appellent des aging charts en anglais. Voilà. Donc vous pouvez construire d'autres métriques avec les données que vous avez collectées. Okay. Donc, point de vue outillage, en fait, c'est simple. Vérifiez l'outillage que vous avez déjà. Peut-être que l'outil le fait déjà. Okay. Et c'est tellement simple qu'en fait, vous n'avez pas d'excuse. Hein. L'accès à un outil adapté ne doit pas être une excuse. Il n'y a pas besoin de faire de développement, de gros développement. Vous n'avez pas besoin d'acheter des outils. Tout peut se faire soit à la main, soit dans votre tableur préféré. Okay. Love votre tableur préféré. Et faites-le. Juste faites-le. Okay. C'est simple. Parce que c'est simple, il n'y a pas besoin d'investissement financier ou de développement.
et que les équipes qui ne collectent pas et qui n'analysent pas leurs données, elles ne peuvent pas s'améliorer. Ok ? Il n'y a pas plus... Voilà, ça c'est clair et net dans les équipes que j'accompagne. Les équipes qui avancent, c'est celles qui analysent leurs données, et puis celles qui font du surplace, elles n'en font rien. Alors, des cas d'usage. Ok. On va voir 3 cas d'usage. Alors, planification et planification, pourquoi on veut faire ça ? Les questions clés, c'est combien de temps ça va nous prendre à le faire ? Ok ? Quand est-ce que ça sera fini ? Est-ce qu'on peut avoir une date ? Est-ce qu'on est dans les temps ou est-ce qu'on va être en retard ? Ok ? Où sont les problèmes et puis comment on pourrait agir ? Et là, les cumulatifs flow diagrammes peuvent vous aider. Alors, je vous ai choisi 3 cas d'application différents. On va les voir. Le premier, c'est celui que je vous ai déjà montré, qui était en mode gestion projet traditionnel et qu'on a cannibalisé. C'était dans le domaine de l'infrastructure IT et la core team, c'était 4 personnes. Moi et 3 alternants. Et puis après, on travaillait beaucoup avec les services IT centraux. Okay, donc on les faisait bosser, mais ils n'avaient rien de spécial à faire à part faire nos demandes de base. Mais sinon, la core team, c'était 4 personnes. Le deuxième exemple qu'on verra, c'est un projet en méthode Agile Scrum qui était pour du développement logiciel sur les data analysis. Donc c'était 15 personnes pour un projet. Et le troisième projet qu'on verra, c'est un projet en Water Scrum Fall, ou Flows Agile, et dans le domaine d'intégration et de personnalisation d'un progiciel d'un grand éditeur français. Donc là, la taille de ce projet-là, c'est 150 personnes. Alors, c'est pas 150 développeurs, c'est 150 personnes entre les développeurs, les testeurs, les ops, les business analysts, les PO, les proxy PO, les machins, les bidules. Voilà. Entre clients, intégrateurs, éditeurs, voilà, c'est 150 personnes qui travaillent dessus. Okay. Alors, revenons à notre premier cas. Donc, je vous avais dit, effectivement, réaction émotionnelle assez forte. Et donc, je vous avais dit, ça nous permet de planifier. Okay. Comment je planifie ? Je regarde combien d'éléments j'ai à faire, quelle est la vitesse à laquelle je termine les éléments, je trace mes 2 droites et en 10 secondes, j'ai la fin, sauf incident, à la vitesse où on va. Okay. Le projet sera probablement terminé à cette date. Vous voyez, je mets vraiment des pincettes, parce qu'on est vraiment sur du qualitatif. Donc c'est facile, hein. Il suffit de tracer 2 droites. Tout le monde peut le faire. Voilà. Ne me posez pas la question qui doit le faire. Tout le monde peut le faire. Les équipes, les managers, tout le monde. Voilà. Donc planifier. Premier exemple d'application, donc c'est planifier. Le deuxième, c'est monitorer. Sur ce projet-là, ce qui nous est arrivé, c'est qu'à un moment donné, le board, les sponsors, ils nous ont dit « Sébastien, le projet il se passe très bien. Personne ne se plaint, vous perdez pas de données, vous perturbez pas les activités des équipes métiers. C'est très bien. Et puis, il y a la business unit à côté, là, dans le bâtiment d'à côté. Ils aimeraient bien faire le même projet, mais ils n'ont personne pour le faire. Est-ce que tu peux le faire à leur place ?» Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire le scope du projet, on l'augmente. Donc, mes 36 équipes, elles deviennent 56, un truc comme ça. Voilà, plus 50%. Voilà. Donc, je dis oui, ok, mais à la vitesse où je vais, il va me falloir 6 mois de plus. Ok, pas de problème. Et nous, sur le projet, on était en mode agile, lean. Donc, on a fait de l'amélioration continue. Donc, on s'est retrouvé, là, on est en septembre. On a notre scope qui a augmenté de 50%, mais en parallèle, on a accéléré parce qu'on a fait de l'amélioration continue, de l'agile, du lean, des rétro, des améliorations continues. Donc ça fait qu'en septembre, même avec un scope augmenté de 50%, on projetait une fin de projet en janvier. C'est-à-dire on avait pratiquement en quelques mois rattrapé presque, alors je ne vais pas dire le retard, mais tout le surplus de travail qu'on nous avait donné. Ok. Donc, mes conseils donc, vous pouvez monitorer et replanifier de manière régulière au besoin. Donc, mes conseils, c'est de mettre à jour et de communiquer régulièrement. Okay ? En communiquant régulièrement, vous évitez les surprises comme le manager que je vous avais.
Revue du CFD, la revue du CFD, ça doit être votre premier point à l'agenda de vos réunions structurantes. Okay, quand vous avez des board meetings ou alors des réunions de suivi hebdomadaires, ça doit être votre premier point pour partager là où vous en êtes. Okay, ça doit être votre premier point. C'est facile, c'est rapide. Ça permet de construire la confiance avec les parties prenantes. Okay, tout le monde sait où on en est. Et on reverra comment les exploiter un peu plus tard. Et donc, ça, c'est la fin de ce projet-là. On a continué à accélérer. Donc, on a refait une planification. C'est la ligne rouge, là. Donc, planification initiale. La première en septembre. La deuxième. Ou c'est moi. Ah non, ça marche. Voilà. OK. Donc du coup, on a replanifié et finalement, on a pu finir en décembre avant Noël. Donc ça veut dire qu'on a fini le projet et on a pu partir en congé sans bosser entre Noël et Nouvel An. OK, c'est super. On a fini à la date prévue et même avec un scope augmenté de 50%. Pourquoi on a réussi comme ça ? C'est parce qu'on a eu une gestion active de notre flux et on a fait de l'amélioration continue. Et on a pu absorber les imprévus et les surprises. Okay. Moi, alors pour la petite histoire, là, fin novembre, début décembre, moi j'ai quelqu'un de l'infrastructure qui m'appelle. Sébastien, est-ce que tu peux finir avant le 31 décembre ? Parce que si on n'arrive pas à arrêter les vieux serveurs en 1er janvier, on est obligé de reprendre un contrat de maintenance pour toute l'année. Pas juste pour les 2-3 jours où tu n'as pas encore fini ton projet, mais pour toute l'année. Donc moi je lui ai dit, pas de souci, on est en décembre, on va monitorer, mais là, à la vitesse où on va, ça devrait aller. Et effectivement, il a pu faire au moins $50 000 d'économie, rien que sur des contrats de maintenance. Pourquoi ? Parce que sinon, il fallait payer de la maintenance sur des serveurs qu'on allait éteindre. Voilà. Donc ça vous permet, les copains, ils sont contents de faire des économies sur leur budget. Donc vous gagnez des points en collaboration avec les partenaires. Voilà. Donc vous allez me dire, oui, mais Sébastien, ça c'est un cas idéal, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, il y a toujours plein de problèmes. Oui, d'accord, ok. J'étais sur le projet, je suis agile, machin, donc forcément ça va bien marcher. Alors comment ça se passe quand ça se passe un peu moins bien ? Donc ça c'est le deuxième cas, je vous ai dit data analysis en mode Scrum. Okay, donc là pareil, quel est le périmètre ? Ils ont dit notre périmètre pour la première phase du projet c'est 228 fonctionnalités. Il y en a plein d'autres à faire qui sont violées, mais on les fera plus tard, dans une phase 2. On est agile, mais on fait des phases. Alors, ensuite, c'est quoi la deadline, la date de livraison ? Donc, aujourd'hui, on est le 26 novembre, là, donc, dans ce projet-là. Aujourd'hui, on est plutôt en juin. Et quelle est la date de livraison prévue ? Donc, eux, ils planifiaient le 18 février. Okay, donc, on a encore du temps. On a encore 3 mois. OK. Et là, quand on fait les tendances, qu'est-ce qu'on voit ? Si le vert c'est le livré, on est un peu mal. Voilà, oui. Si on progresse au rythme actuel, on va avoir 10 semaines de retard. Donc 10 semaines de retard et qu'on est déjà à 3 mois de la fin du projet, en fait, on peut déjà dire on n'est pas juste probablement en retard, on est très certainement en retard. Voilà. Donc eux, ils pouvaient le voir déjà. Donc c'est un avantage, vous le voyez en avance de phase que vous êtes en retard. Pas la veille de la livraison, en disant « Cher client, on est en retard, il y a des trucs qui ne marchent pas, blablabla. » Et en fait, ce que vous vouliez, ce qui était le plus important pour vous, on ne l'a pas fini. Ah, oups. Non, là, vous le voyez en avance. Très en avance. Le cas d'avant, on le voyait 3, 6, 12 mois à l'avance. OK. Donc, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a cette projection que ça va mal ? Il faut se poser des questions. On peut aller investiguer.
Ok, et essayer de comprendre, mais pourquoi on est du retard? Où est-ce que ça va pas assez vite? Donc là, on pourrait se dire, en regardant comme ça, ouais, mais ça ressemble à l'étape jaune, qui est le test, ok, avant de livrer. Forcément, hein, une étape de test avec des testeurs, voilà, c'est super agile, c'est super Scrum. Et donc, on pourrait penser qu'il y a un problème dans l'étape de test. Alors, c'est pas une preuve, ça je vous donne juste des indices, des pistes à suivre. Donc, il faut aller enquêter. Il ne faut pas aller blâmer tout de suite les testeurs, parce que nous, on a été enquêtés, et en fait, les testeurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Mais en fait, on a du code de merde. On n'arrive pas à le tester. Ça ne marche pas. Voilà. Alors, pourquoi? Parce qu'on était sur un projet avec gros enjeux. Les développeurs ont la pression, tout le monde a la pression, donc on pisse du code de mauvaise qualité, et on file ça aux testeurs sans savoir si ça marche. Donc voilà, donc c'était pas un problème de testeur, mais ça nous a permis de dire « Ah, il se passe un truc en test, allons voir les testeurs, demandons-leur ce qui se passe. » Et là, ils nous ont dit « En fait, le vrai problème, il est en développement. » Ok. Ok. Donc voilà un cas où, quand ça se passe un peu moins bien. Je regarde le temps. Ok. Alors vous allez me dire « Oui, mais Sébastien, c'est encore trop beau. Moi, j'arrive rien à lire. » Le troisième cas, la Water Scrum Fall. Là, on est en 2022, là, c'est fin 2022, et puis après, c'est 2023. Oui, là, je regarde, il y a 200 fonctionnalités en parallèle. Je vous ai dit, ils sont 150, mais pas 150 développeurs, hein, donc ils font vraiment, littéralement, 200 choses en parallèle, et j'arrive pas à faire une tendance. J'y arrive pas. Ou alors, la ligne verte, il va me falloir 15, 20 ans pour finir ce qui a déjà été commencé. Voilà. Donc oui, là, ça vous... Alors oui, vous ne pouvez pas faire de tendance, mais ça vous donne déjà une info que vous pouvez partager. Vous pouvez dire, le processus est hors de contrôle. Le projet est hors de contrôle. On ne finit rien, et ce qu'on finit, on n'en finit pas assez rapidement. Okay. Donc vous pouvez donner un signal d'alerte. Okay. Dire, on ne sait pas prédire la date de fin de projet. Donc moi j'ai travaillé avec eux, et puis on a passé 6 mois à stabiliser le projet. Okay. Nettoyer un peu tout ce qui se passait pas clean, redéfinir le processus, redéfinir les canaux de communication, des choses comme ça, comment on collabore sur le projet, comment on coopère entre les différentes équipes. Et au bout de 6 mois de travail sur ce projet-là, on est retombé sur le cas nominal, où on a un flux stable, où on retrouve notre tuyau avec le flux qui est parallèle, avec un WIP à peu près constant. Okay. Donc on peut faire des choses avec un CFD, même si on n'a pas de tendance, ne serait-ce que vous donner des signaux d'alarme et alerter les couches de management qu'il y a une action qui doit être entreprise. Voilà 3 cas. Alors là, c'est ce cas-là, un peu plus tard, effectivement. En 2024, on a fait... oui, c'est 2024. Oui, c'est 2024. Une fois qu'on a eu notre flux qui a été stabilisé, on a pu introduire de nouvelles pratiques Kanban, notamment en dissociant ce qui fait partie du delivery, donc c'est-à-dire réalisation des user stories, de la partie discovery, qui est écriture des user stories et spécification. Donc on a pu faire la distinction entre les deux et de dire il y a un point d'engagement, où est-ce qu'il est, quand est-ce qu'on s'engage à dire cette feature-là, on la développe. Ensuite, on a pu réduire le WIP à la fois sur le discovery et après, d'abord sur le delivery et ensuite sur le discovery. Et ensuite, on a pu mettre en place des mécanismes de prévision qui sont quantitatifs, notamment avec des simulations Monte Carlo. Mais il a fallu faire du travail pour améliorer toutes ces choses-là. Okay. Donc ça vous donne des choses, on peut aller plus loin après. Ouais, merci. Alors, que faire de ces observations et de ces alertes? Engager une conversation. Vous avez un super outil de conversation pour engager une conversation avec vos clients et vos sponsors. Et n'oubliez pas, vous avez encore du temps pour prendre des actions correctrices. Okay. Donc, est-ce qu'on décale la date du projet? Est-ce qu'on réduit le scope? Est-ce qu'on fait des heures supplémentaires? Est-ce qu'on staffe l'équipe? Est-ce qu'on automatise? On change des outils? Est-ce qu'on change la façon de travailler? Est-ce qu'on réduit le périmètre ou les performances? Est-ce qu'on décale les jalons? Okay. Présentez-leur les options possibles. Et c'est aux sponsors et à votre board qui
qui sera à même, vu ces éléments-là, de choisir les meilleures options en fonction de leurs contraintes du business. Okay, et pas juste c'est les contraintes de l'équipe projet, on n'a pas pu le faire, donc on a choisi de pas le faire, et tant pis si ça vous plaît pas. Là, vous êtes suffisamment en avance pour demander son avis au sponsor, au client. Ça vous permet aussi de réaligner en minimisant les efforts. Alors, si vous n'en avez pas un depuis le début du projet, effectivement, quand vous allez sortir ce graphique-là, ça peut exploser, ça peut, mais comme vous êtes avant la fin du projet, vous faites du déminage plus qu'une explosion à la fin du projet. Alors, vous avez un avantage avec cet outil-là, c'est que c'est factuel, c'est mesuré et c'est visuel. Du coup, ça vous permet de désamorcer l'émotionnel. L'émotionnel n'a plus sa place, ok ? Parce qu'on n'est plus dans l'émotionnel ou les croyances, ça permet de réaligner tout le monde, on évite les dénis, les blâmes et les marchandages. Oui, mais c'est juste un petit peu, allez, fais-le en plus. Non, non, ça rentre pas. Là, vous avez quelque chose de factuel et de mesuré. Ok ? Prouve-le nous qu'on peut faire un truc en plus, parce que là, ça rentre pas. Donc, on peut plus faire de marchandage. Et une fois que les parties prenantes ont accepté la réalité de la situation, ça leur permet de passer en mode solution. Ah, ok, maintenant on a compris ce qui se passait. Ok, comment on peut aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et je vous l'ai dit, ça vous permet aussi d'anticiper et de gérer les incidents. Donc, communiquez régulièrement aux différentes parties prenantes, apportez-leur de la transparence de façon répétée. Et c'est cette transparence répétée, en montrant l'avancement et l'amélioration au cours du temps, qui va vous permettre de réaligner et de partager une compréhension commune et de construire la confiance. Et ça se passera mieux. Voilà. Donc, voilà quelques exemples d'utilisation. Ce n'est pas exhaustif. Et puis, n'oubliez pas, engager une discussion. Alors, rapidement, les limites et les conditions. Je vais peut-être aller un peu plus vite. Alors, vous allez me dire, mais juste tracer une ligne comme ça, non, mais ça peut pas marcher. Je vous ai montré, ça marche. Alors, ça marche pourquoi? Parce qu'en fait, on fait une régression linéaire très simplifiée. Okay, là, c'est les explications pourquoi ça marche. Alors, par contre, il faut faire attention. Il y a un prérequis, une régression linéaire. Il faut avoir une relation linéaire. Donc, il faut avoir suffisamment de points. Ok. Les équipes Scrum qui essayent de faire des moyennes de story point, des moyennes glissantes sur 3 ou 5 points, qui se plantent, ça marche pas. Il n'y a pas assez de points. D'un point de vue statistique, ça peut pas marcher. Et il y a des tendances trompeuses. Un autre point, c'est qu'une relation linéaire, ça veut dire un système en équilibre, et on le verra juste après. Alors, s'il y a toutes ces limites, il y a quand même des avantages. Okay, c'est visuel. Okay, vous pouvez facilement communiquer. On est dans une conf agile. Vous connaissez tous la puissance du management visuel. Okay, c'est très simple à faire et à expliquer. Okay, je vous l'ai expliqué dans une conf. Je prends du temps pour rentrer dans les détails, des choses comme ça, mais c'est super simple à expliquer. Compter les post-it dans des colonnes, c'est niveau CP. Ah, il n'y a pas besoin d'avoir un MBA ou un doctorat. Certains managers devraient y arriver. Alors, et puis l'autre point important, c'est que ça évite la phobie des maths. Je vous ai pas donné d'équations compliquées, voilà. Je vous ai pas parlé de gaussienne, je vous ai pas parlé de statistiques, je vous ai pas parlé de courbe de Weibull, je vous ai pas parlé de la loi de Little. Donc vous enlevez la partie maths qui peut faire peur aux gens. Ok. Donc du coup, c'est un peu mieux accepté. Les maths, vous les mettrez un peu plus tard. Quand les gens ils seront dit « Ouais, c'est super bien, je veux un truc mieux ». Et là, ils sont motivés pour faire des maths. Alors, des inconvénients, dangers, le premier point, c'est la précision. Ok. Si vous êtes au tir à l'arc, vous tirez une flèche, vous êtes sur la cible, mais est-ce qu'on est proche ou pas du centre? Ça, c'est la précision. Et ensuite, c'est l'exactitude. L'exactitude, c'est je suis au tir à l'arc, ouais, j'ai touché une cible, mais est-ce que c'est ma cible à moi? Donc, c'est deux concepts complémentaires. Donc, on a des problèmes sur la précision et l'exactitude, on ne sait pas la quantifier.
Donc si vous avez besoin de préciser la précision et l'exactitude, à ce moment-là, vous aurez besoin d'autres méthodes un peu plus avancées, mais qui se posent sur les mêmes principes. Voilà. Donc c'est là où vous avez besoin des simulations Monte-Carlo, avec des simulations plus ou moins complexes. Par exemple, si vous avez besoin d'une meilleure exactitude, ou si vous avez besoin de vous engager sur on va livrer à telle date à 80%, on est sûr. Là, à ce moment-là, il faut aller sur du Monte-Carlo. Okay, et vous pouvez faire plein d'autres simulations. Ça dépend de ce que vos outils vous proposent. Alors, système en équilibre rapidement, c'est la loi de Little, mais j'en parle pas. Voilà, c'est vrai. Mais je vous dis, en fait, système en équilibre, regardez simplement, est-ce que vous avez un débit stable? Est-ce que votre WIP il est stable? Est-ce que votre mix d'éléments il est stable? Est-ce que vous ne faites pas à un moment donné toutes les fonctionnalités d'un coup et puis après tous les bugs d'un coup? C'est pas la même chose que vous traitez des bugs fixes, c'est pas la même chose. Donc voilà. Donc ça marche pas si vous changez votre mix de travail. Est-ce que vos équipes sont stables? Est-ce que les outils, les processus, le domaine métier est stable? Parce que si vous changez des choses, les prévisions que vous faites, elles vont plus être justes. Okay, donc c'est des signaux, s'il y a des choses qui changent comme ça, que votre planification, il va falloir la réviser. Alors, quelques conseils pour stabiliser votre flux. Il y a une gestion proactive. Donc, limitez le WIP. OK, ça va vous aider. Et ce matin, il y avait un atelier Featureban pour ceux qui y étaient. Collectez les données et analysez votre flux, les community flow diagrammes et d'autres métriques, et visualisez et gérez vos bloqueurs, vos dépendances, l'âge des éléments, pas qu'il y ait des trucs vieux qui traînent, et gérez vos risques et visualisez-les. Donc, c'est des conseils pour vous aider. Alors, pourquoi ça marche? Parce que toute chose égale par ailleurs, la capacité de livraison, elle dépend principalement de l'équipe. Soit du nombre de personnes dans l'équipe, soit de l'organisation du travail. Okay, alors, les équipes sont généralement le goulot parce qu'elles sont déjà au maximum de leur capacité. Parce que si vous aviez des gens qui ne sont pas chargés à 100%, je pense qu'il y a quelqu'un qui trouverait le moyen de réaffecter des gens. Donc, généralement, vos équipes, elles sont chargées à 100%. Et le taux d'utilisation est rarement inférieur à 100%. Et le backlog, il est rarement vide. Donc, l'équipe travaille déjà à fond. Donc, ce n'est pas un problème de l'équipe. Un autre point, on me dit, mais Sébastien, j'ai plein de variations, y a plein de choses qui changent, comment ça peut encore marcher? C'est parce que les causes communes de variations, elles sont déjà incluses dans votre cumulative flow diagramme. Okay, ce qui n'est pas dans le diagramme, c'est les causes spéciales de variation. Okay, donc ça, pour ceux qui font du lean, cause spéciale et cause commune de variation. C'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Et alors, comment on fait pour changer la dynamique? Soit on met des ressources supplémentaires et on croise les doigts pour que ça marche. Depuis les années 70, there is no silver bullet. On sait que rajouter des gens, ça peut faire ralentir un projet. Et puis, sinon, pour accélérer, il faut de l'effort et de la patience pour faire de l'amélioration continue, pour faire différemment. Voilà. Donc voilà, quelques cas d'utilisation. Vérifiez bien les limites, les conditions ne sont pas exhaustives et gérez votre flux. Ok. Alors voilà, en conclusion, des exemples très variés. Je les ai choisis spécialement. Des méthodes variées, des domaines d'application variés, des tailles d'équipe très variées. Donc n'acceptez pas l'argument de certaines équipes ou de certains managers qui disent « oui, mais mon cas c'est différent ». Vous pouvez reprendre la présentation et lui dire regarde la vidéo de Agile Lyon 2025 de Sébastien, il te montre des exemples. Et vous pouvez refaire, voilà, c'est très varié et puis vous pouvez croiser les choses. Voilà. Donc planifier avec les CFD, c'est simple. Vérifiez juste les conditions d'application. Ça vous permet de planifier, anticiper, réaligner et construire la confiance. Il n'y a pas besoin d'investissement. Okay, donc l'outillage ne doit pas être un problème. Et puis, comme je vous ai dit en introduction, c'est juste une méthode qualitative, là. C'est juste un premier pas vers d'autres choses plus tard. Mais commencez par des choses simples qui puissent être acceptées par les équipes et par les parties prenantes. Et une fois que ça me prendra, la sauce prend, à ce moment-là, vous allez pouvoir renforcer avec des méthodes éventuellement quantitatives ou probabilistes. Voilà. Donc, juste faites-le. Voilà.
Alors, écran de pub, moi je fais de la formation Kanban, Kanban University, donc n'hésitez pas à voir si vous êtes intéressé. Sur mon site web, il y a des dates de formation. Et puis si vous voulez poursuivre nos échanges, moi je suis là encore jusqu'à la fin de la journée. Et puis sinon, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Donc on a peut-être encore de la place pour une ou deux questions. Et puis il y a les feedbacks. C'est vachement intéressant les feedbacks pour améliorer la présentation et puis savoir de quoi vous avez envie d'entendre parler sur Kanban. Voilà. Merci. Qui a des questions ? C'est peut-être un petit détail, mais dans une slide, à un moment donné, dans ce que tu présentes, je crois que c'est dans la partie compliquée, il n'y a pas d'encart backlog, et d'un coup il apparaît et il grandit. C'est quand tu as mis les changements avec d'un coup c'est le flux. Je crois que tu as beaucoup fait de cancel, et peut-être la partie backlog, je ne l'ai pas compris. Le premier cas d'étude ? Le troisième, je crois. Oui, le troisième, effectivement. Oui. On va remettre le slide. Oui, effectivement, il y avait des courbes qui descendaient parce qu'effectivement, on a fait du ménage. Et je l'ai où Ouais. Oui, on a fait du ménage. Je leur ai dit, vous travaillez sur 36 trucs en parallèle. J'ai réussi à avoir les priorités du métier. Et puis, j'ai été voir le tableau Kanban. Et puis, j'ai pris une photo. Et sur la photo, j'ai mis, ça c'est priorité 1, priorité 2, priorité 3, priorité 4. Et puis je leur ai montré, voilà, vous travaillez sur les priorités 9, 10 et 11. Il n'y a pas un problème de priorité ? Ah oui, et donc là ils ont dit, on va arrêter et puis on va bosser sur priorité 1, 2 et 3 et tout le reste on le remet dans le backlog. Ou alors, il y avait des trucs qui traînaient encore. Si, il y avait un backlog, en fait tu le vois pas, le backlog il est là. Ah, la couleur rend pas bien, le backlog il est au-dessus de tes lignes. Ouais, c'est possible. Ouais, alors le gris, c'est tout ce qu'on a annulé. Vous voyez, au début, il n'y avait pas de backlog, ils avaient que des choses en cours. Dès qu'on commençait, voilà, ça arrive dans certains projets, dès qu'on écrit la user story, elle est en cours. Voilà, c'est des trucs à corriger, effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Voilà. Merci. Puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, soit aujourd'hui, soit par mail ou réseaux sociaux. Merci.